Il est 17h59 et on va démarrer dans 1 minute. Et donc, on a déjà quelques participants d'arrivée. Donc, bonsoir Axel, bonsoir. Alors, je pense que c'est Mariella Bravard. Bonsoir Chris, bonsoir Francky, bonsoir Morgan, bonsoir Nicolas, bonsoir Patrice, bonsoir Régine, bonsoir Solène. Voilà. On va attendre encore quelques instants. Alors, je suppose que Poulazan, ça doit être Anne Poulazan, mais j'en suis pas sûr. Donc, si c'est Anne, bonsoir Anne. Et je vous informe juste pour commencer que vous avez moyen donc de discuter avec moi via le chat, mais que dans la mesure où c'est comment dirais-je, un webinaire enregistré, eh bien, j'ai mis la modération sur le chat. Donc, vous n'avez pas accès en fait à ce qui apparaît sur le chat, mais moi, bien sûr, je reçois vos messages et ça va me permettre de rebondir sur tous vos messages de façon à être le plus, on va dire, interactif possible. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Voilà, mon nom c'est Cyril Barbet et on va débuter maintenant qu'il est 18h. Donc, effectivement, c'est le 5e webinaire que je fais dans la série sur les projets complexes et ambitieux. Le premier était au mois de juillet dernier et donc j'ai un rythme à peu près mensuel et donc celui d'aujourd'hui, c'est le 5e. Et à chaque fois, j'aborde, on va dire, cette question des projets complexes et ambitieux sous un angle différent. Et cette fois-ci, c'est sous l'angle de l'inspiration et des émotions. Alors, je vais commencer d'abord par cette photo. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous poser la question, quel est votre Everest à vous? Quel est votre projet complexe et ambitieux à vous? Et je vais vous poser la question juste après, vous allez avoir l'occasion d'y répondre. En fait, vous l'avez compris, la montagne, c'est ma passion, c'est une de mes passions. Et d'une certaine façon, souvent, je lance d'autant plus, on va dire, de projets complexes et ambitieux, et je réussis d'autant plus de projets complexes et ambitieux que dans ma vie personnelle, parallèlement, eh bien, j'ai réussi à gravir certaines montagnes. Alors là, en l'occurrence, cette photo est prise fin avril 2019. C'était au sommet de l'Elbrouz, à 5600 mètres d'altitude. Et on me voit ici sur la partie gauche en bleu. Voilà. Alors, au passage, j'en profite pour vous informer que vous avez ici un bouton pour prendre rendez-vous. Si jamais pendant le webinaire ou à l'issue du webinaire, avant la fin des webinaires, vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, eh bien, ça vous donne accès à mon agenda et donc vous pouvez prendre un rendez-vous pour approfondir votre question. Alors, je vous disais que j'allais vous passer la main. En fait, j'ai 4 questions à vous poser pour ce que mon objectif, c'est de faire un peu plus connaissance avec vous. Alors, j'ai eu la chance d'échanger par téléphone avec certaines et certains d'entre vous, mais pas tous. Et donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de m'évoquer directement dans le chat votre propre situation. Et donc, je vous propose 4 questions. 1, quel est votre business, votre métier, votre expertise? 2, quel est votre projet complexe et ambitieux actuel? 3, quel est votre obstacle numéro 1 pour arriver à vos fins dans ce projet complexe et ambitieux? Et 4, à quelle échéance? Est-ce que c'est maintenant, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Alors, je sais que pour certains, vous y avez déjà répondu. Et si en plus, vous pouvez regrouper ces informations dans le même message, pour moi, ce sera parfait. Voilà. Et donc, je vous propose vraiment de prendre le temps parce que mon objectif est bien évidemment d'essayer non pas de vous donner, on va dire, une recette toute faite sur la question des projets complexes et ambitieux, mais véritablement de tâcher de répondre de façon la plus individualisée possible. Et donc, à la fin de ce webinaire, à la fin des informations que j'ai à vous transmettre, je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous qui aura renseigné ces informations dans le chat. Donc, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas de message, mais je pense que c'est en train d'arriver. On a déjà, on va dire, pas mal de personnes qui sont arrivées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, une petite quinzaine de personnes qui sont présentes. Voilà, donc je vous invite toutes et tous à renseigner ces informations sur le chat. Est-ce que d'abord tout le monde m'entend bien? Je n'ai pas vérifié que tout le monde m'entendait bien. Parfait.
Merci Solène. Merci Régine. Merci à vous. Alors, donc, on a Jérôme qui est formateur et consultant. Donc voilà, déjà pour le métier, le business, l'expertise. Si c'est possible d'avoir un petit peu plus, donc d'avoir vos informations sur votre projet complexe et actuel et ambitieux actuel. Quel est votre obstacle numéro 1 pour y arriver et à quelle échéance? Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'informations. Je suppose que vous êtes en train de renseigner. C'est vraiment important hein, pour moi d'avoir ces informations de votre part de façon à être le plus adapté, le plus pertinent possible par rapport à vous. Bien évidemment, encore une fois, les solutions toutes faites, moi je ne suis pas trop favorable à ça. J'estime que c'est un peu l'apanage de certaines personnes qui sont assez fanas de méthodes un peu standards qu'on applique un peu dans tous les cas, mais ce n'est pas vraiment mon état d'esprit. Alors, donc je pense que c'est Anne qui me répond. Bonsoir, je suis éducatrice de jeunes enfants, de formation, enseignante en maternelle, directrice de crèche, formatrice en centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants. Je souhaite créer des jeux pour enfants avec du matériel bioressourcé. D'accord, j'ai déjà trouvé le fabricant. Ma difficulté, c'est les finances. OK. Alors peut-être ça m'intéressera, Anne, si vous pouvez me dire en fait en quoi vous pensez que ce thème lié à l'inspiration et aux émotions pourrait répondre à votre attente qui est quand même extrêmement concrète hein, sur les finances. Ça m'intéresserait d'avoir peut-être ce lien-là. Régine, donc, que je connais déjà, hein, que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours, métier PDG d'une société à mission, spécialiste en textile, ambition avoir de l'impact dans la réduction des déchets dans les établissements de santé. Très bien. Alors, c'est Mariella Bravard, oui, oui, pardon. Désolé, j'ai un peu confondu les prénoms. Merci Mariella. Donc Morgan qui est dans la sécurité, les systèmes de sécurité, domotique hein, je crois, on se connaît puisque je vous ai eu au téléphone. Régine, obstacle, convaincre les établissements d'entrer dans le chemin de la transition écologique. Oui, et d'une certaine façon, quand on est, Régine, dans des projets, on va dire, avant-gardistes, avec vraiment 1 ou 2 temps d'avance, on sait que c'est toujours compliqué de convaincre. Donc cette question de l'inspiration est certainement très importante. Alors, Régine, oui, échéance urgente, très bien. Alors, on va se laisser encore un peu de temps pour laisser aux autres le temps de répondre. Je n'ai pas encore eu les réponses de tout le monde. Hein. Axel, Karina, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, mais c'est bien, Karina, si vous pouvez me remettre ces informations. Chris, alors Chris, il y a Chris et Christophe Legros. Donc Christophe, si tu peux nous mettre tes informations, et Chris, que je ne connais pas, si vous pouvez nous mettre vos informations. Francky, hein, n'hésitez pas. Chez un monsieur ou madame Enrotel, voilà. J'ai aussi Madame Lopez Cavallero, Nicolas, Patrice et Valérie qui ne m'ont pas encore répondu. Voilà. Donc, encore une fois, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, mon objectif, c'est vraiment de recueillir hein, ces informations. Si vous pouvez les indiquer dans le chat. Et le chat, il est modéré donc, parce que je suis en webinaire enregistré. Et donc, pour une question de confidentialité, moi, je vois vos messages, mais vous ne voyez pas les messages des autres. Alors, Karine Enrotel travaille chez Poma. Très bien. Je suis donc fabricant de remontées mécaniques, coordinatrice de formateurs avec des formations dans le monde. Mon sujet, c'est d'arriver à faire passer les mêmes messages de sécurité et de savoir-faire en prenant en compte les différentes cultures et les façons de faire de chacun. Exemple, le management. D'accord, ok. En quoi, Karine, si vous pouvez préciser éventuellement, faire passer les mêmes messages de sécurité est compliqué
suivant la culture. On comprend bien qu'il y a peut-être une question de culture, donc une question de langage à utiliser, de façon à utiliser le langage, mais dans le fond, en quoi est-ce qu'il y a, on va dire, peut-être des différences d'appréhension de ce sujet de la sécurité, suivant les cultures? Jérôme, donc qui, me dit: «Mon enjeu est de développer mon activité, et de relancer mon réseau. Je me laisse manger par des activités bénévoles, voilà, président d'association, et cetera. J'ai 2 amis qui ont laissé tomber leur activité en indépendant et cela agit comme un signal pour moi. OK, l'obstacle numéro 1 est de me considérer comme un produit vendable, m'appliquer à moi-même ce que je conseille aux autres. Oui, alors effectivement, hein, je serai amené à en reparler à la fin de ce webinaire, Jérôme, mais être indépendant, bien souvent, c'est se vendre soi-même et on sait que pour beaucoup d'indépendants, il y a une forme un peu d'humilité, de prise de recul, on n'aime pas trop se mettre en avant et pourtant, effectivement, dans l'acte de prospection et de vente, on est amené à se mettre en avant un petit peu ce que je fais d'une certaine façon devant vous aujourd'hui. C'était pas forcément facile pour moi au départ, mais c'est effectivement quand même une clé de réussite. Alors peut-être ça m'intéressera de savoir aussi, Jérôme, le lien avec la question de l'inspiration et des émotions éventuellement. OK, donc j'ai décidé d'y consacrer mon mois de janvier. Est-ce que j'ai vu tout? Très bien. Solène, pour répondre aux questions, je suis toujours dans la dynamique d'intégrer une formation développement web. L'obstacle que j'avais jusqu'à présent, c'était l'apprentissage de langage de base. OK, pour passer un test d'admission. Le terme de test d'admission m'a un peu fait reculer. Oui, je comprends Solène, effectivement. Quand on est expérimenté, quand on a, un certain nombre d'années d'expérience, se sentir un petit peu examiné, sous toutes les coutures, contrôlé, n'est pas toujours simple, effectivement. Après la découverte des langages, je me suis dit que finalement je pouvais faire ce test. Je pense donc m'inscrire au test d'admission. Donc il y a peut-être, Solène, là, un sentiment un peu d'imposture ou peut-être, un manque de confiance en soi. Donc voilà, il faudra me dire si j'ai bien reformulé le besoin. Alors, Karine en Rotel qui me précise: «Et désolé si ce n'est pas très clair». Non, il y a pas de souci. Par contre, effectivement, quand je vous demande de peut-être préciser, si vous pouvez amener, ces éléments de lien, hein, effectivement, avec le thème d'aujourd'hui. Chris, RH, développer une culture projet, adapter le style de management pour les prochaines années. Bon, OK. Christophe, intéressé par le thème car je tenais pour établi que les projets techniques, complexes et industriels ne devaient surtout pas être gérés par l'émotion et les sentiments. Alors ça, vraiment très intéressant, Christophe, parce qu'effectivement, on rencontre très souvent dans la question de la gestion des projets complexes, mais aussi de la gestion des projets tout court, hein, cette dualité entre d'un côté la rationalité. Nous sommes en plus, moi je suis de formation ingénieur, je crois que toi aussi Christophe, donc notre formation, mais aussi notre culture générale de l'entreprise, hein, fait que on imagine que la gestion et la réussite d'un projet est basée sur la rationalité. Et effectivement, les émotions et les sentiments, ça semble un peu antagoniste avec tout ça. Donc on va voir un petit peu, au travers de quelques exemples, en quoi ça n'est pas complètement antagoniste et même ça peut être de véritables atouts. Et comment gérer, d'une certaine façon, ça fait le lien avec ce que j'évoquais en introduction, c'est que, oui, alors que je n'ai pas encore complètement évoqué, mais c'est que la complexité, c'est souvent gérer des antagonismes. Karine, création et développement de médias à l'international, donc directrice de chaîne et de région, experte de musique et culture afro-lusophone, entre autres choses, oui. Et Karina, pardon. Et donc, on a déjà évoqué, enfin, on a échangé par téléphone tout à l'heure, et Karina m'expliquait que dans le fond, elle avait besoin souvent, elle avait des inspirations, et je me permets, hein, avec sous votre contrôle, Karina, des inspirations qui lui semblaient pertinentes, qui sont pertinentes, effectivement, avec l'expérience, elle a constaté que ces inspirations et ces visions sont pertinentes, mais qu'elle ressentait le besoin d'avoir une sorte de validation de la part de tiers qui lui semblaient peut-être plus crédibles, plus légitimes qu'elle. Et dans le fond, ce qu'on a évoqué par téléphone, c'est que bien souvent, eh bien, il faut savoir un peu se défaire de ce sentiment, de ce manque de légitimité d'une certaine façon, et qu'il faut savoir parfois, non pas imposer sa vision, mais savoir aussi la poser, parce qu'on est convaincu qu'effectivement, elle est bonne et elle est pertinente. Alors, on va en reparler au travers d'un exemple tout à l'heure.
On va rentrer dans le vif du sujet. Donc Ava qui vient d'arriver. Alors Poulazan, c'était Anne peut-être, je suppose, hein. Mon business, opération aéromaritime, mon poste chef de projet, SI, mon projet création d'un logiciel de planification et de conduite des opérations aéromaritimes. Obstacle, manque de transparence sur le suivi et la gestion de projet de mon prestataire. Ok, merci Anne. Là aussi, peut-être Anne, si vous avez l'occasion de préciser le lien que vous faites entre votre projet complexe et ambitieux, votre Everest à vous, et cette question de l'inspiration et des émotions. Ça m'intéresse peut-être d'avoir ce lien-là. Mais en attendant, ce que je comprends, c'est que s'il y a manque de transparence, c'est difficile effectivement d'avancer sur le projet. Et peut-être, ce qu'on peut imaginer derrière le manque de transparence, c'est des réactions de peur, des réactions d'autoprotection, parce qu'on se dit que si jamais on transmet les informations, on risque de se faire dépasser. Alors, c'est d'autant plus vrai quand vous avez, Anne, en face de vous, des personnes qui réalisent que vous êtes une personne capable de mener des projets complexes, qui a cette envie et cette initiative de conduire des projets complexes. Bien souvent, alors c'est peut-être quelque chose qui va vous parler à certains d'entre vous, mais nous pouvons constituer des personnes, nous pouvons être des personnes en nous occupant de projets complexes qui font un peu peur aux autres. Et ça peut, je ne dis pas que c'est la cause principale, mais ça peut être une des causes qui crée ce genre de réaction d'autoprotection, de cette réaction de repli sur soi. Il faut savoir que ce genre de réaction, eh bien, c'est des réactions typiques de personnes qui sont plutôt sous stress. Et pourquoi elles sont sous stress? Parce qu'elles ne se sentent pas en confiance dans le projet. Alors, c'est peut-être une question à poser aussi à vos partenaires. En quoi elles ne se sentiraient pas en confiance, si elles osent vous répondre. Très bien. Alors, Madame Lopez Cavallero, dont j'ai plus le prénom, je suis désolé, décrocher des missions d'accompagnement à la définition et au déploiement d'une stratégie RH en ligne avec la politique RSE, la transformation en entreprise à mission. Donc là aussi, on voit bien qu'on est sur des objectifs avant-gardistes et qu'il n'est pas toujours simple de conduire, j'imagine. Solène, il y avait effectivement un souci de confiance. Effectivement, j'avoue qu'un livre consacré à la neuroplasticité m'a aussi aidé à me dire que finalement, j'étais capable de passer cet obstacle. Eh bien, tant mieux. Merci Solène pour cette précision. Et Karina, en entreprise, en tant que salarié, dynamiser et développer de nouveaux produits en vue d'accroître le business et par conséquent le CA. Le projet le plus ambitieux est de lancer et démarrer mon activité au sein de mon auto-entreprise en vue de la transformer plus tard et travailler totalement à mon compte. OK. Donc, on voit bien, il y a aussi pour certains la mutation du passage de salariat à entrepreneuriat. Parfois, c'est un peu des deux à la fois. Ça aussi, c'est de la complexité. Mon obstacle est le doute et un certain manque de confiance. Donc ça, effectivement, on en a un peu parlé, Karina. Et le manque de confiance, c'est quelque chose d'assez fréquent, paradoxalement, chez des gens qui, justement, conduisent des projets complexes, ont cette capacité à produire des projets complexes. Pour quelles raisons? Parce que nous sommes des personnes qui avons tendance à nous remettre en cause facilement. Et justement, et on va y venir juste après quand je vais rentrer dans le vif du sujet, nous sommes des personnes qui avons cette tendance cette capacité à gérer, à combiner les antagonismes. Donc, quand on combine les antagonismes, eh bien, on bascule facilement d'une polarité à l'autre, à l'opposé, et c'est pourquoi, finalement, nos piliers qui devraient être solides, eh bien, ne sont pas toujours si solides que ça. Alors, si ça vous parle, vous pouvez échanger sur le chat, on pourra en reparler. Donc, Karine en Rotel, on n'a pas la même approche face à la sécurité, les mêmes normes. Les EPI ne sont pas portés. Alors là, je ne sais pas ce que c'est que les EPI. En Inde ou en Chine, par exemple, un DCS n'a pas le même impact où le management à la baguette est fréquent. Or, l'ensemble de nos supports sont fabriqués avec notre vision norme française, management participatif. D'accord, très bien. Donc, il y a vraiment cette complexité de changement culturel et d'une certaine façon, ce que je comprends en fait, Karine, c'est que vous devez presque revoir complètement toute votre politique sécurité en fonction des habitudes managériales qui sont vraiment à des années-lumière.
Et Ava, comment faire évoluer les modes de fonctionnement au sein de mon équipe et relations avec ma manager? Donc effectivement, on en a parlé par téléphone, hein, et il me semble que, il y a vraiment une question d'adaptation à votre manager, dans le langage, dans l'attitude, dans les questions à poser. Il faut revenir à des choses assez simples dans le fond pour que vos questions, vos interrogations puissent être entendues d'une certaine façon. On pourra en reparler, si vous le souhaitez. Et Anne, concernant ma présence dans votre webinaire, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling, à mes émotions et mes créativités. Très bien. Donc là, effectivement, je pense que vous n'êtes pas la seule, et vous allez pouvoir peut-être vous confirmer qu'effectivement, c'est important. Alors, je vous propose d'avancer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'entends, moi, par projet complexe? Eh bien, c'est un projet où il y a, on va dire, des combinaisons, justement, où il y a des mélanges, des interactions entre un grand nombre de sujets, de personnes, d'organisations, d'éléments techniques, humains, organisationnels, et que, eh bien, c'est cette combinaison qui fait la complexité. C'est d'ailleurs un peu la définition d'Edgar Morin, hein, sur la complexité. Et dans notre société, finalement, qui est mondialisée et de plus en plus interconnectée, eh bien, nos projets sont par essence de plus en plus complexes. Et en quoi, finalement, les projets complexes nous posent problème? C'est qu'ils nous mettent en permanence face, justement, à des paradoxes, des antagonismes, et je vais vous en citer quelques-uns, mais c'est pour ça que j'ai mis cette image de la grenouille, pour celles et ceux qui connaissent, hein, ce paradoxe de la grenouille. Si on la plonge dans l'eau froide, dans l'eau bouillante, elle va sortir immédiatement de la casserole. Par contre, si on la plonge dans l'eau froide et qu'on met à chauffer le gaz, eh bien, paradoxalement, elle ne va pas sortir, elle va se laisser mourir, brûler, parce qu'elle ne sent pas, en quelque sorte, l'eau chauffée. En tout cas, elle ne voit pas le moment vraiment ultime où il serait grand temps de sortir. Elle se fait en quelque sorte endormir. Et ça, cette image-là, pour celles et ceux qui connaissent, c'est l'image de l'homme qui se laisse, en quelque sorte, qui ne fait rien face au changement climatique. Alors, quels sont ces antagonismes dont je dis que ceux qui réussissent leurs projets complexes sont aussi ceux qui savent combiner les antagonismes? Eh bien, c'est par exemple décortiquer votre projet complexe en éléments simples versus savoir garder justement une vision d'ensemble pour ne pas obérer, pour ne pas éliminer les interactions, pour tenir compte en quelque sorte des interactions entre tous ces éléments. Ça va être aussi, est-ce que je prends suffisamment de recul pour garder le cap, ou est-ce que je vais suffisamment dans le détail pour comprendre ce qui se passe dans mon projet complexe, et aussi savoir capter peut-être des signaux faibles. Ça peut être le temps long, et ça, j'en reparlerai dans un prochain webinaire, versus le temps court. Le temps long de la préparation versus le temps court de l'action. Ça peut être l'antagonisme de ténacité et persévérance versus adaptabilité et agilité. On sait bien qu'il faut être agile et adaptable, mais en même temps, sur un projet complexe, il faut avoir beaucoup de ténacité. N'hésitez pas, hein, en même temps que je parle, à me faire part de vos remarques. Et de vos questions, bien sûr. Et enfin, peut-être un dernier exemple d'antagonisme, c'est audace versus prudence. Alors ce soir, je vais vous parler de deux antagonismes. C'est l'antagonisme lié à nos émotions. D'un côté, et donc ça revient un petit peu à ce que j'évoquais avec Christophe, hein, d'un côté, on fuit nos émotions parce qu'on sait intuitivement que c'est un peu antagoniste, ça nous empêche de réfléchir de façon rationnelle et objective. Et en même temps, on sent bien que, et on en parle de plus en plus de nos émotions, qu'elles sont utiles. Alors, en quoi elles nous sont utiles? Bien parce que ce sont des signaux d'alarme. Et ces signaux d'alarme, quand bien même ils sont gênants, ils sont un peu envahissants, ils sont très importants. Ce sont des signaux d'alarme dont nous devons tenir compte. Mais plus encore, en fait, nos émotions, je vais vous en reparler un petit peu après, eh bien, nos émotions peuvent être de puissantes alliées. Alors ça, c'est le premier antagonisme. Émotion ou pas émotion. Et puis le deuxième antagonisme, c'est notre capacité à inspirer les autres. D'un côté, on pourrait dire que on est de plus en plus dans une culture de l'intelligence collective. Donc on pourrait dire on est plutôt dans une logique de faire fi un peu de sa personne et d'essayer au contraire de mettre en avant le groupe, le collectif, la connexion entre les gens. Mais de l'autre, on voit bien que des tas de projets n'existeraient pas, n'auraient pas existé, n'auraient pas réussi si, à un moment donné, il n'y avait pas un leader inspirant qui avait posé son inspiration, posé sa vision et, en quelque sorte, presque imposé sa vision.
Voilà, je crois que c'était tout sur cette, diapo. Alors, je voudrais vous donner un premier exemple concret dans le secteur aéroportuaire. Alors moi, j'ai été amené il y a une dizaine d'années, à accompagner un dirigeant dans le secteur aéroportuaire et qui m'avait exprimé, en fait, son besoin de cette façon suivante. C'est-à-dire, il me disait: «Voilà, moi, j'ai des émotions qui sont fortes, elles s'expriment de façon forte, donc débordante, et en tant que leader, en tant que manager, en tant que directeur, ça l'empêchait de communiquer efficacement dans les moments clés. Alors, par exemple, hein, il m'avait dit, voilà, il y avait un moment où il y avait un accident qui s'était passé sur sa plateforme et il devait communiquer pour rassurer, communiquer pour informer. Et eh bien, les émotions étaient débordantes parce que pour lui, les conséquences de l'accident, qui étaient loin d'être neutres, hein, au plan corporel, eh bien, ça le touchait profondément. Et donc, son réflexe, c'était de cacher ses émotions, de les enfouir. Euh, et en fait, son objectif, c'était de faire en sorte qu'elles ne soient plus un handicap. Dans son esprit, exprimer ses émotions, c'était un aveu de faiblesse en tant que manager. C'était une sorte d'expression de son incapacité à, on va dire, gérer des grands enjeux. Il était persuadé que ses collaborateurs pensaient la même chose que lui. En fait, il a pris conscience, je l'ai aidé à prendre conscience que c'était sa perception des choses et que ce n'était pas forcément celle de ses collaborateurs. Et donc, en comprenant cette différence de perception, mais aussi en acceptant, en comprenant aussi que ces émotions étaient des signaux d'alarme et qu'il devait en tenir compte, il devait tout simplement les accueillir et les accepter plutôt que de les enfouir. En les enfouissant, en fait, on sait bien que nos émotions vont revenir plus tard de façon plus forte et de façon plus incontrôlée. Donc, d'une certaine façon, il a pris conscience que c'était plutôt en les exprimant, en les laissant s'exprimer, qu'il retrouverait plus facilement le contrôle. Mais plus encore, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en apprenant à exprimer ses émotions, à un moment donné, il avait un projet de transformation important, hein, de transformation transverse de ses équipes, et il s'est rendu compte qu'en apprenant à exprimer mieux ses émotions, eh bien, non seulement il avait réussi son projet de transformation, mais encore, il avait réussi à aller bien plus loin que ce qu'il pensait dans son projet complexe. Et là où c'était étonnant, il avait réussi notamment à convaincre son équipe rapprochée et ses actionnaires, alors que fondamentalement, c'était peut-être ceux qui étaient les plus réticents à cette question des émotions. Alors, un autre exemple que je voudrais vous donner, c'est dans l'automobile. Alors, dans l'automobile, j'ai travaillé pour 10 ans pour PSA Peugeot Citroën, qui est devenu Stellantis depuis. Et en 93, donc il y a déjà assez longtemps, je prends de nouvelles fonctions dans l'usine terminale de Poissy, dans la partie logistique. Donc, j'étais en charge de 200 caristes, hein, donc les conducteurs de car à fourche, qui approvisionnaient toutes les pièces du montage cette usine automobile. Et juste avant mon arrivée, il avait été décidé de demander aux caristes de passer les commandes par eux-mêmes sur le système informatique pour l'approvisionnement des pièces. Avant, c'était tout simplement des personnes qui étaient dédiées à faire ça. Et bien évidemment, on voyait l'intérêt. C'était un gain de temps, c'était une cohérence d'ensemble. Les caristes voyaient les manques de pièces sur les chaînes, donc ils savaient exactement quelle pièce il fallait commander, à quel moment, dans quelle quantité. Donc il y avait vraiment une forme de meilleure cohérence. Et puis enfin, il y avait une responsabilisation des caristes. Sauf que, eh bien, la plupart, ils étaient très en zone d'inconfort parce que les systèmes informatiques à l'époque étaient peu nombreux, ils étaient très peu nombreux à être acculturés, on va dire, à l'informatique. Et donc, ce qui s'est passé, ils se sont mis en grève. Et ils se sont mis en grève et ils ont exprimé leur mécontentement, d'abord et avant tout, sur une question de salaire. Et moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était différent, qui était plus subtil que cette question de salariale. Et en fait, je suis allé un peu plus au contact de mes équipes et j'ai ressenti qu'il y avait vraiment cette émotion de la peur de ne pas réussir, la peur de se faire taper sur les doigts si ils ne savaient pas tout simplement passer du premier coup les bonnes commandes, la peur qu'on ne leur laisse pas le droit à l'erreur. Et en captant cette émotion, eh bien, j'ai cherché avec mes responsables hiérarchiques à mettre en place, on va dire, une organisation qui leur laisse justement ce confort, cette possibilité de faire des erreurs. Et donc, progressivement, cette peur est partie. Mais fondamentalement, ce n'était pas en augmentant les salaires ou en répondant à des aspects qui étaient beaucoup plus extérieurs, beaucoup plus futiles, qu'on aurait réussi
à endiguer cette grève. Et c'était vraiment un point qui était absolument fondamental. Alors, pour certains, vous avez vu l'article que j'ai fait paraître sur LinkedIn il y a quelques jours à propos de Amancio Ortega, le patron fondateur de Zara. Donc, cet exemple, cette fois, c'est dans le retail. Alors, pourquoi je parle d'Amancio Ortega? Pour deux raisons. D'abord parce que là, vous le voyez, c'est en mars 2016, lors de son 80e anniversaire, qui était organisé par son épouse. En fait, son épouse avait fait la surprise de mobiliser près de la totalité des 160 000 salariés de Zara, alors soit en présentiel, soit en distanciel, par écran interposé. Et vous voyez qu'Amancio Ortega, au moment où il sort de l'ascenseur, il s'attend à avoir une petite réception assez simple, eh bien, il découvre qu'il y a non seulement des centaines de collaborateurs au siège qui l'attendent, mais il y a aussi, par écran interposé, des milliers, des centaines de milliers de collaborateurs qui sont là pour le saluer. Alors, ce n'était pas du tout, on va dire, juste la patronne ou la femme du patron qui avait dicté son envie. Vous verrez qu'en fait, Amancio Ortega avait une telle aura auprès de ses collaborateurs qu'ils étaient tous extrêmement contents d'être présents. Et en fait, Amancio Ortega, qui est pourtant une réussite incroyable, à ce moment-là, il a une richesse plus importante que Bill Gates. Donc, c'est vous dire le niveau de la réussite de Zara. Eh bien, il ne cache pas ses émotions. Et en fait, Ortega a toujours fonctionné de la même façon. Quand il visitait ses usines, eh bien, il ne cachait jamais ses émotions et sa simplicité. Il est toujours resté aussi simple qu'au début. Et donc, ce patron self-made man, en osant exprimer ses émotions, eh bien, c'est comme ça qu'il a su convaincre autour de lui de ses inspirations qui étaient extrêmement innovantes. À propos de Zara, hein, juste quelques mots. En fait, Ortega était visionnaire. À un moment donné où tout le monde délocalisait, lui dit non, moi je vais produire, je vais maintenir toutes mes productions en Espagne. Et puis deuxième chose, à un moment donné où tout le monde fait, la mode fait des gammes qui durent 6 mois, c'est le premier à dire non, il faut faire des gammes beaucoup plus courtes qui vont durer 15 jours, un mois, et avec un renouvellement extrêmement fréquent. Et ce faisant, eh bien, du coup, il a beaucoup moins de stock, il a des petites séries mensuelles qui sont rapidement renouvelées, et donc il limite considérablement ses stocks et ses invendus. Et en produisant en Espagne, il évite aussi une chaîne logistique longue et complexe qui aurait été d'autant plus un risque pour lui. Donc, en fait, la force de Zara et la force de Ortega, ça a été d'avoir ses inspirations et ses visions. Mais, alors même qu'il était très au contact de ses collaborateurs, eh bien, il a toujours affirmé ses visions jusqu'au bout. Donc, d'une certaine façon, il faut savoir être à contre-courant. Et le dernier exemple que je voulais vous donner en date, c'était l'exemple dans le spatial avec SpaceX, Elon Musk. Pourquoi il a réussi dans le spatial? C'est en grande partie parce qu'il a complètement, un peu comme Amancio Ortega, bousculé les codes avec l'invention des fusées réutilisables, la Falcon 9. Alors sur cette photo, on voit les deux boosters qui reviennent en même temps sur Terre pour réutiliser, effectivement, pour être réutilisés pour d'autres vols. Mais pour en arriver là, combien d'obstacles? Et donc dans ce cas, l'inspiration d'Elon Musk, c'est d'oser ses rêves et ses ambitions. Et d'une certaine façon, moi, je voudrais vous ramener peut-être à quelque chose que vous avez tous vécu. Quand on est enfant, on n'a pas de frein à ses rêves, à son imagination. Et voilà pourquoi nos idées d'enfant sont très originales. Mais qu'est-ce qui se passe après? Il y a l'école, il y a, on va dire, un certain carcan de la société, et puis il peut y avoir aussi l'influence des autres, tout simplement. Et tout ça, ça tend à nous conformer, à nous mettre dans un moule, et à freiner notre aptitude un peu naturelle à cette inspiration, à cette originalité. Mais si je reprends l'exemple d'Elon Musk, en fait, l'inspiration, c'est pas seulement ça. Bien sûr, il avait des idées originales. Donc, c'est quelqu'un qui a osé les exprimer. Mais c'est aussi quelqu'un qui avait une forte conviction, une intime conviction pour la poursuivre, malgré tous les obstacles. Et Dieu sait s'il en a rencontré des obstacles, malgré tous les détracteurs. Il a eu énormément de détracteurs. Tout le monde se fichait de lui au début, hein, à commencer par Ariane Espace, qui maintenant le regarde avec envie plutôt. Hein. Et puis aussi tous les prophètes de malheur. Alors, les prophètes de malheur, vous savez, quand il y a des projets créatifs, il y a ceux qui disent « ça n'a jamais été fait, donc c'est pas possible ». Et il y a ceux qui disent « on a déjà essayé, et donc
et ça n'a pas marché. Donc, dans tous les cas, qu'on ait essayé ou qu'on n'ait pas essayé, la conclusion, c'est toujours la même. Mais Musk sait que ce n'est pas son inspiration seule qui a fait la réussite de ces projets fous. En fait, il laisse énormément d'autonomie à ses équipes pour inventer les solutions qui vont avec son inspiration. Et puis enfin, il a beaucoup communiqué sur ses échecs, y compris sur Twitter, bien avant qu'il soit propriétaire de Twitter. Et donc, en communiquant sur ses échecs, eh bien, il laissait clairement à ses collaborateurs l'image que l'échec est plutôt quelque chose de positif. Donc, c'est l'échec qui fait grandir et progresser. Donc, d'une certaine façon, les dirigeants que j'accompagne et qui réussissent, ils cumulent un peu ces trois dimensions, laisser s'exprimer ses rêves et savoir les poursuivre en apprenant à communiquer autour de soi, savoir laisser de l'autonomie et des espaces de liberté à ses équipes, et aussi développer la culture de l'échec. Alors, j'ai repris un peu toutes ces idées sur une diapo. Les clés des leaders inspirants, ils sont à l'aise avec leurs émotions ou ils apprennent à l'être. Ils savent écouter et comprendre les émotions des autres, ou ils apprennent à le faire. Ils ont compris que leurs émotions sont de puissantes alliées. Ils font confiance à leurs intuitions. Ils osent les tester jusqu'au bout. Et donc, d'une certaine façon, ça revient à certaines questions qui étaient posées dans le chat, où on a des inspirations, mais on a parfois des gens autour de soi, y compris au-dessus, dont on attend en quelque sorte une validation. Eh bien, à un certain moment donné, il ne faut pas attendre ces validations. Il ne faut plus attendre ces validations. Il faut y aller. Il faut démontrer que l'on a raison et que nos inspirations sont pertinentes. Il faut développer un état d'esprit qui encourage l'échec. Et il faut aussi avoir une croyance profonde dans la valeur de chaque collaborateur. Mais ça, je crois que parmi vous, il y en a pas mal qui doivent avoir ça. Et savoir mettre en valeur. Oser et aimer aussi s'entourer de personnes atypiques, différentes de soi. Et les personnes atypiques, c'est justement celles qui, par exemple, sont à l'aise avec les antagonismes. Alors, je reviens maintenant sur vos différentes problématiques. Oui, il ne produit plus qu'en Espagne, effectivement. Alors, je regarde un petit peu le chat pour avoir les messages. EPI, équipement de protection individuelle. Merci. Merci à vous, Régine. Alors, donc, je vous rejoins sur le fait que les enfants sont créatifs dès la naissance et que cela diminue au moment où l'école débute avec un fonctionnement très rigide et peu de place à la créativité, bien sûr. Alors, si je reprends un peu les problématiques de chacun, je vais essayer de les reprendre une par une dans les quelques 10 minutes qui nous restent. Alors, Bravard, c'était Anne, j'espère que je ne me mélange pas les pinceaux, je suis désolé, j'ai tendance à mélanger un peu les prénoms. Mariella, pardon, Mariella, je vais y arriver. Mariella, donc ma difficulté, c'est les finances. Est-ce que Mariella, vous pourriez peut-être, pendant que je réponds à d'autres personnes, me redire en quoi vous pensez que la question des finances, c'est peut-être la question la plus complexe et en quoi ça ferait un lien avec les émotions? Je ne sais pas si vous m'avez répondu un petit peu plus loin à cette question. Je vais pendant ce temps-là avancer. Donc, Régine, convaincre les établissements d'entrer dans le chemin de la transition écologique. Encore une fois, Régine, ce qu'on avait évoqué un peu par téléphone, c'est que vous avez des intuitions pertinentes, dont vous avez vérifié la pertinence, et d'une certaine façon, ça revient un petit peu à ce que j'affirmais tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir de temps en temps presque imposer un peu son point de vue. En étant intimement convaincu de ce que vous portez, un peu à l'image d'Elon Musk, en étant très ancré non pas dans vos certitudes, il ne s'agit pas de certitude, mais dans vos inspirations, eh bien, quelque part, vous allez attirer à vous, d'abord et avant tout, des personnes qui, en effet, ont des chances de croire dans vos inspirations. Et ça, ce que je viens d'évoquer pour vous, Régine, c'est probablement vrai pour un certain nombre d'entre vous. Alors, en même temps, je vais voir en bas du chat pour voir si il y a d'autres commentaires. Mariella, oui, je suis vraiment désolé. Je vous rejoins. Donc, oui, il y avait cette réponse-là. Je vais remonter un petit peu. Alors, qui est-ce qu'il y avait d'autre? Morgan. J'avais pas beaucoup plus d'infos sur Morgan. Axel. Alors, Axel, effectivement, on a échangé aussi.
Les projets innovants sans se décourager malgré le temps institutionnel de traitement. Bah, d'une certaine façon, ce que j'ai compris, Axel, c'est que dans le fond, le côté institutionnel n'est pas tant un frein que cela. C'est plutôt le fait qu'au sein de vos équipes, vous avez, on va dire, un peu des leaders, vous avez des promoteurs, vous avez le ventre, non pas le ventre mou, mais on va dire le noyau dur du milieu, et puis ceux qui sont un peu à la traîne. Et il faut savoir s'appuyer un peu sur ceux qui sont un peu plus leaders. Même si, en effet, ceux qui sont leaders sont aussi ceux qui ont le plus de difficultés avec leurs émotions. Et là, eh bien, il s'agit aussi peut-être d'apprendre à ces leaders à devenir un peu plus matures avec leurs émotions. Ça s'apprend. C'est pas quelque chose de fichu. C'est pas quelque chose de génétique. Bien sûr, on a peut-être, on va dire, un patrimoine génétique avec cette capacité à aborder les émotions et être plus mature, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, si je descends un peu plus bas, donc Karine en Rotel, Poma. Alors, je ne sais pas trop comment avancer, parce que d'une certaine façon, ce que j'entends, Karine, c'est que c'est beaucoup lié à votre compréhension et votre connaissance des cultures. Par contre, ce que je perçois un peu en filigrane, c'est pour vous qui êtes déjà avancé dans votre mode de fonctionnement managérial, vous êtes dans une culture plutôt européenne, avancée, participative, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait de revenir en arrière sur, enfin, en tout cas, vous le percevez peut-être comme tel, avec des cultures qui ne sont pas habituées au participatif, eh bien, c'est peut-être un peu douloureux pour vous. Alors, la question, c'est comment est-ce que peut-être vous pourriez déléguer un peu plus, d'une certaine façon, à des personnes qui sont acculturées et pas gênées aux entournures avec ces modes managériaux un peu comment les qualifier, peut-être ancestraux, pour ne pas être à contre-emploi ou en dehors de votre zone de confort. En tout cas, c'est ce que je perçois, moi, pour vous, Karine. Je ne sais pas si vous me direz si ça répond un peu à votre enjeu. Alors, Jérôme, Jérôme. Donc oui, cette difficulté un peu de la sentiment de légitimité, de crédibilité en tant qu'indépendant et aussi oser se mettre en avant. Alors, moi, j'ai rencontré les mêmes difficultés et d'une certaine façon, ce que m'ont dit les différents conseils et dont certaines personnes qui sont des amis proches, mais qui sont aussi d'excellents professionnels de cette question de devenir un très bon indépendant, ils m'ont dit à un moment donné, il faut aussi peut-être que tu lâches tes peurs. J'imaginais que, par exemple, parler de moi, c'était présenter des risques, de donner le sentiment d'être quelqu'un peut-être de très sûr de moi, de très arrogant. Eh bien, non, ce n'est pas forcément l'image que les gens vont retenir de vous, même si vous semblez à l'aise avec votre sujet. Parce que vous garderez toujours votre capacité d'humilité, de prise de recul, de remise en cause, etc. Donc, il y a probablement des croyances limitantes, des freins qui vous empêchent d'aller dans cette voie-là. Peut-être que parfois, pour certains, hein, ça peut être de s'exercer au théâtre, hein, ça peut être une façon hein, de lancer sur la grande scène, de se mettre en avant. Alors, il est 42, donc j'aurai peut-être pas le temps de répondre à tout le monde. Christophe, Christophe, ça m'intéresserait d'avoir peut-être ton retour si les exemples que j'ai cités lèvent un peu les freins sur les émotions et les sentiments, c'est-à-dire cet antagonisme entre et si je mets mes émotions en avant, je risque de ne plus être rationnel. Et en même temps que je te laisse répondre, Christophe, un autre élément que je n'ai pas dit, je crois, émotion, l'étymologie, c'est émovere. Émovere, ce qui met en mouvement. Donc on voit bien que quelque part, les émotions, c'est elles qui nous mettent en mouvement. Alors, des fois, ça peut être des émotions négatives, mais des fois, c'est des émotions qui peuvent nous emmener vers le positif. D'où l'importance de ne surtout pas trop les enfouir et les ignorer. Alors, je descends un peu dans le chat pour voir ce que vous m'avez indiqué comme réponse. Ce qui me bloque est la peur. Ben voilà, une émotion. Alors, peut-être il faudra creuser, Mariella, quelle est cette peur pour aller, non pas l'affronter, mais pour aller la regarder en face.
Oui, Régine, pas de souci pour votre urgence. Et donc, n'oubliez pas, si vous avez besoin, vous reprenez contact avec moi, soit par le lien ici, cliquez ici pour prendre rendez-vous. Et puis, pour celles et ceux qui ont mes coordonnées, bien évidemment, n'hésitez pas à me recontacter. Je suis consciente que je ne peux pas les changer et voire même ils ont peut-être raison, mais pour moi, avec ma culture, ce n'est pas facile à accepter. Ok, donc j'avais tapé un petit peu dans là où ça faisait mal, effectivement. Merci beaucoup, merci à vous. Encore une fois, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec mon Calendly. Vous accédez à ce calendrier. Il vous suffit de cliquer sur le jour et l'heure et de choisir. Alors, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir d'avoir un diagnostic un peu personnalisé et puis peut-être aussi de comprendre les étapes à franchir dans votre cas et éventuellement de lever peut-être, d'identifier certains freins personnel. Et puis l'idée, c'est de vous aider à passer à l'action, ce rendez-vous. Dernière information que je peux vous donner aussi, c'est les prochaines dates. Donc vous voyez que là, ça va s'accélérer un peu. Normalement, j'ai un rythme mensuel, mais pour le mois à venir, ça va être tous les 15 jours. Donc mercredi 1er février, dans 15 jours, sur où sont les talents indispensables pour réussir vos projets complexes et ambitieux. Et le 15 février, alors ça, celui qui est en mauve, c'est un thème que j'ai déjà abordé. Celui qui est en noir, c'est un nouveau. Donc le 15 février, c'est réussir vos projets en combinant long terme et action immédiate. Et puis enfin, le 15 mars, de nouveau un thème que j'ai déjà fait sur vos intuitions et le storytelling. Voilà, eh bien, écoutez, merci à vous, merci pour votre interaction. J'espère que j'ai pu répondre à certains d'entre vous. Merci Christophe. Le choix de discussions basées dessus sont difficiles à faire. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ici pour aller plus loin si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne continuation. Et puis, j'ai oublié de vous souhaiter mes meilleurs voeux de vive voix. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.